Donc, bonsoir à tous. On est heureux de vous accueillir pour le mug de l'été, parce que c'est le mug 406. Le Summer Mug, on aurait dû la faire celle-là. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu la vidéo, qui n'ont pas vu la newsletter, ça c'est Pierre, ça c'est Thibaut, et moi c'est Thomas, et on va vous chanter une chanson. Donc en fait, ici, on va avoir un mug à la cool, parce qu'on a le droit. Même si on est quand même un peu studieux, on va vous présenter 2-3 news, parce qu'on est un peu studieux justement, et ensuite on va pouvoir embrayer un petit peu rapidement, parce que justement on est un petit peu en retard. Merci. Donc déjà, on en avait parlé la dernière fois, mais il va falloir réitérer. Il y en a un qui sourit d'ailleurs, parce qu'il y a un nom qui a été ajouté par rapport à la dernière fois. Il y a Simon et Yann, qu'on peut énormément remercier parce que c'est des gens de la médiathèque sans qui en fait il n'y aurait absolument rien qui fonctionnerait, il n'y aurait pas de clim quand on arrive, parce que là la clim elle est fonctionnelle depuis un bon moment, tout ça. On a Arnaud qui nous a bien aidé pour avoir la salle pour la saison 5, donc ça faisait partie des news dont on avait parlé. On a Gilles Gudin de Valerin qui a officialisé, donc c'est le conservateur Métropole Montpellier qui a officialisé le fait qu'on avait bien le droit d'être ici et avec la médiathèque de pouvoir un petit peu squatter la salle. Et en nouveau nom qui vient d'apparaître, on a Karl qui est là-bas et qui a accepté alors filer un coup de main, ce serait vraiment un euphémisme parce que c'est lui qui a proposé de faire toute la capture vidéo. Donc il va rester 2 heures dans cette position-là avec son smartphone, voilà, sans bouger, avec un matos de fou. Là-bas on a un appareil photo sur trépied qui vient de Pierre, et tout le reste, micro, cravate, là la webcam c'est toi aussi, ouais. Voilà, on a l'iPhone, et tout le montage, donc du coup on va avoir des trucs de fou en termes de vidéo, voilà. Mais j'y reviendrai. Donc en tout cas, merci à toi quand même, parce que c'est du taf. Alors, au niveau Paul Mug, il y a 2-3 annonces, d'après ce que j'ai compris. Je propose que, vu qu'il y en a 2 qui sont là, de directement passer le micro, ce sera tellement plus simple. Voilà. Merci beaucoup Thomas, je m'appelle Philippe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Voilà, donc juste rapidement, je cherche un développeur sur Unity, donc C#. S'il y a quelqu'un dans la salle qui lève la main, que ce soit un freelance ou qui cherche du taf, ou si vous n'êtes pas développeur mais que vous en connaissez, faites passer le mot. C'est pour une expérience VR, donc réalité virtuelle, qui est à cheval entre le jeu et le commerce. Voilà, on a même, comme j'ai expliqué à Thomas, un brevet et on s'en va aux States. Voilà, vous l'avez maintenant, vous avez un petit peu d'informations, ce sera aussi sur la vidéo, ce sera visible, et puis n'hésitez pas. Oui, à la fin, si vous voulez me voir directement, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était une première. Si l'année prochaine vous n'avez pas envie de passer votre été au mug, vous pouvez partir aux States autant. Donc profitez-en. Il y avait une deuxième annonce. Je t'en prie. En fait, j'avais dit que je passerais par les news, mais ce qui se passe, c'est que comme la boîte n'a pas encore de nom, c'était un petit peu délicat de dire viendez les gens dans une boîte qui n'a pas encore de nom. Mais en fait, il y a un projet qui se lance, qui est lancé par un médecin sur Narbonne. Bon, les locaux pour travailler seront sur Montpellier, et donc on cherche graphiste et animateur 3D. Et c'est pour un travail sur très long terme, CDI sur longtemps. C'est un gros truc, c'est aussi dans la VR parce que je suis une copiteuse. Et donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, disponibles, tout ça, je suis là aussi à la fin. Je vais pas partir pendant. Graphiste ou développeur ? En fait, je cherche des graphistes 3D, animateurs 3D en fait. Je te laisse les développer. Non, c'est pas ça. C'est pour partager. Parfait. Au niveau des news, vu qu'il y en a qui font partie du corps de la 3D,
Il y a une plateforme outil avec Gilles que j'ai rencontré qui se fait, elle est en bêta actuellement. Donc pour mutualiser les efforts de la création 3D. Elle est donc en phase de bêta, il y a Gilles qui en demande vraiment de retour. Donc si vous êtes curieux, vous avez l'adresse ici, vous pouvez la retrouver dans la vidéo. On la repostera au besoin. Voilà. Vas-y. Petite précision sur cette plateforme, qui, comparée à d'autres plateformes aussi, elle supporte la 3D temps réel, pour ceux qui ont des books orientés pour le jeu vidéo. Un petit point à préciser, que j'ai découvert personnellement. Parfait. Et enfin, un petit point sur la fin de saison et ce qui arrive après. La fin d'une saison parce que vu que oui c'est voilà le petit jeu de mots c'est attends 2 secondes. C'est là qu'il faut rire. Bon, donc la fin d'une saison, parce qu'en fait après on aimerait aller manger, parce qu'on mange. Donc du coup si plutôt que de rester dans le hall, etc., on pourrait tracer en centre-ville et agripper quelqu'un pour qu'il nous donne de la nourriture contre de l'argent. Et ensuite à la saison 5, déjà là on est à peu près en rodage quand même sur la capture vidéo. Donc du coup, à partir de maintenant, vous allez retrouver quand même, grâce à Karl et à Pierre, une super qualité de vidéo pour les mugs que vous manquez. Donc ce sera moins grave de manquer le mug. Et ensuite, au niveau des news, assez rapidement, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est en tout début de parcours, parce que là, vous l'avez vu, on est en rodage, des news qui sont ouverts sur toute actualité, que ce soit locale ou nationale, pour donner justement des petits tips, par exemple la plateforme qui se fait, des trucs comme ça. Donc on va essayer de trouver une formule pour faire ça dans un débit de parole modéré, dans un temps modéré aussi, pour que l'intervenant ait le temps, et voilà, pour pas avoir la logique auto-centrée forcément sur le mug. Donc voilà, donc on va essayer parce qu'il y a par exemple Ultimate Jank and Pom, je ne sais pas si je le dis bien, qui a par exemple fait sa soirée de lancement au Meltdown. Il y a Backlash qui a fait une mise à jour de son jeu. Donc voilà, il y a l'IPESA qui a fait la remise de diplôme pour ses étudiants. Donc il y avait une cérémonie, on a pu voir le boulot des étudiants, il y avait vraiment du joli taf. Donc vraiment, voilà, essayer de trouver une formule pour faire ça très proprement. Voilà, en tout cas c'est tout. On se retrouve à la fin pour ceux qui auront. Et je propose de voir avec Thibaut pour parler du jeu. Voilà, merci. Ici. Donc rebonsoir pour celui qui vient d'arriver. Alors ce soir on va parler serein, on va pas trop parler technique, on va parler un petit peu généralité autour du jeu. Alors déjà, qu'est-ce qu'un jeu? Comment fait-on un jeu? Pourquoi même joue-t-on? Ce sont des questions qu'on s'est quand même tous posées au moins une fois dans notre vie, pour la simple et bonne raison, du moins je l'espère pour vous, tout le monde a déjà joué une fois dans sa vie. En tout cas, personnellement, quand j'étais petit, tout ce qui était Duplo, Lego, Playmobil, puis après il y a eu les jeux de cartes, les jeux de société, l'arrivée de l'ordinateur, les jeux vidéo, la perte de la vie sociale. Tous ces jeux, on les appelle jeux pour une bonne raison, mais quand on les regarde séparément, ils ont l'air très différents les uns des autres, on ne voit pas trop ce qui peut les lier. Donc déjà, dans un premier temps, on va répondre à la question « c'est quoi un jeu vidéo ?» Et même « c'est quoi un jeu tout court ?» Alors, je vais vous faire participer un petit peu, et donc je vais vous demander, est-ce que quelqu'un pourrait me donner déjà une brève définition du jeu ? J'en vois déjà qui tournent la tête. Non, je vous vois. Une activité distrayante ? Une activité distrayante et ludique. C'est un bon début. Interactive surtout ? Interactive, très bon point. Ok, je ne vais pas vous mettre plus la pression que ça non plus. On va prendre une définition assez courte, qui tient en 3 mots à dire vrai. Alors, pourquoi 3 mots 3 mots qu'on va définir un par un, et qui vont nous permettre de cerner un petit peu l'essence même d'un jeu. Donc un divertissement, dans un premier temps, interactif, procédural. Alors généralement, celui-là, quand je le sors, c'est marrant, parce qu'il y a un crescendo, c'est-à-dire que divertissement, tout le monde est là, ah oui, divertissement. Bien.
Après, généralement, on annonce l'interactif, il y en a déjà qui commencent à être un petit peu vagues, puis quand on dit procédural, on a l'impression de dire un gros mot. Bon, je vous rassure, hein, rien d'inquiétant le procédural. Donc, parlons un petit peu divertissement. Et pour ça, on va parler un petit peu des mécaniques de notre cerveau. Alors, je ne suis pas neuroscientifique, hein, je ne vais pas vous faire un cours sur comment fonctionne votre cerveau non plus, mais dans les grandes lignes, il faut vous imaginer que... J'en vois un qui est déçu, là. Dans les grandes lignes, votre cerveau, c'est un flot ininterrompu de pensée, un petit peu comme un fleuve. Hein. Vous avez une montagne. Cette montagne couverte de neige, il pleut... Tout ça, c'est votre imagination, votre capacité à anticiper le futur. C'est votre capacité à vous projeter, à voir l'avenir, à l'envisager, à le fantasmer peut-être même un peu. Tout ça va descendre, va former un flot de pensée ininterrompu qui va aller jusqu'à une vaste étendue, celle de votre mémoire, une sorte de grand océan, qui va ensuite lui-même puiser. Bon, vous connaissez le cycle, hein, je pense que ça c'est du niveau primaire, a priori, ça devrait aller. Seulement, bon, le passé, l'avenir, nous, on vit dans l'instant présent. Et cet instant présent, c'est quelque chose d'assez primordial. Cet instant présent, c'est une sorte de grand barrage dans le flot de nos pensées. Ce qui se passe, le problème avec un barrage, c'est que ça forme une retenue d'eau, une retenue de pensée. Nos pensées vont venir se figer un petit peu pendant un temps donné. On va pouvoir les brasser un petit peu, les retourner, les travailler avant qu'elles continuent leur chemin vers notre mémoire. Le problème des retenues d'eau, c'est que, eh bien, quand l'eau devient trop accumulée, ça finit par déborder, forcément. Et puis, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi tout ce que charrie, toutes ces rivières, vous savez, les troncs d'arbres, les sacs en plastique, toutes ces choses-là. Bon, imaginez que toutes ces petites choses, ce sont, vous savez, les chansons que vous n'arrivez pas à vous enlever de la tête, ces projets continuent à vous travailler, même quand vous sortez du boulot. Tous ces débris qui viennent s'amonceler un petit peu et qui vont finalement bloquer votre processus de pensée. Vous allez devenir ce qu'on appelle préoccupé. Heureusement, le cerveau est une belle machine. Le cerveau est très bien fait. Et le cerveau a des valves de sécurité qui permettent de réguler ce barrage, permet de réguler cette étendue d'eau. Et ces processus, c'est ce qu'on appelle les divertissements. Alors, il ne faut pas confondre divertissement avec amusement. L'amusement est une forme de divertissement parmi tant d'autres. Ces valves, elles ont tout un tas de noms. Hein. Ça peut être l'humour, l'amour, les interactions sociales, l'autosatisfaction, que sais-je encore. Il en existe vraiment une très grande variété. L'important, c'est que ces valves vont pouvoir me permettre de réguler votre pensée, d'évacuer un peu la pression. Et c'est là le cœur même du divertissement. Un divertissement, peu importe son type, est là pour détourner le flot de votre pensée et le canaliser en un endroit pour qu'il puisse se renouveler un petit peu. C'est une notion qui est essentielle. Essentielle dans le jeu vidéo, mais aussi dans les divertissements qui ne sont pas interactifs. Quand vous regardez une bonne comédie, a priori, c'est pour vous changer les idées. C'est pour vous permettre de vous renouveler un peu les idées. Donc voilà pour le divertissement. Bien entendu, ce barrage, il va falloir l'entretenir. Et pour motiver vos équipes à venir entretenir le barrage, ouvrir, fermer les valves du divertissement, il faut les appâter un petit peu. Hein. C'est comme toutes les équipes, elles ne viennent pas bénévolement là pour travailler. Et donc pour ça, et généralement, on utilise l'appât ultime du cerveau, le plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose d'assez vague qui peut se manifester par bien des façons. Alors, s'il y a des recruteurs parmi vous hein, et que vous dites à vos salariés que vous allez les payer en leur donnant du plaisir, faites gaffe, ça peut porter un peu à confusion. Hein. Ça marche pour votre cerveau. Toujours est-il que ce plaisir de jeu, ce plaisir de se divertir, ça va être un petit peu la carotte hein, pour faire avancer l'histoire. Donc voilà pour le divertissement. Après, on a dit que le jeu, c'était aussi quelque chose d'interactif. Bon, dans interactif, il y a actif. Ça, c'était pour le plaisir. Pour ce qui est de l'activité, je pense que pour ce qui est de l'activité physique, on sait tous la reconnaître et on sait également reconnaître son absence. L'activité cérébrale, en revanche, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil, mais qu'on arrive facilement à identifier. En vérité, l'activité, elle est toujours un petit peu présente, hein, on n'est jamais totalement inactif. L'activité se décrit surtout par une dépense d'énergie, une dépense de moyens. Et elle a
une contrepartie, c'est-à-dire qu'on va mettre des billes dans quelque chose, mais on va ne pas le faire pour rien. L'activité, elle a ça de merveilleux, que plus elle est intense, plus elle demande une dépense, et plus on va accorder une valeur forte à ce pourquoi on a été actif. Alors bien sûr, faut-il encore que la chose en question ait un intérêt, hein. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose d'inutile, mais que vous vous fatiguez pour ça, eh bien cette chose inutile va devenir grandement inutile. C'est un peu dommage. On a l'impression d'avoir perdu son temps. Mais pour peu que cette chose ait un tout petit intérêt, le fait de se dépenser pour cet intérêt va quelque part le multiplier, va le décupler. Donc ça, c'est l'un des principaux intérêts de l'activité, qu'elle soit cognitive ou physique. On parle de sport, on parle de puzzle, de réflexion. Et après, dans interactivité, eh bien, il y a aussi la notion d'échange. Ça, c'est une notion très importante également, parce que c'est une notion qui va justement permettre un renouvellement. L'interactivité, c'est le fait d'agir envers quelque chose ou quelqu'un. Donc il y a une notion de ne pas agir uniquement pour soi-même, ni avec soi-même, mais agir avec quelque chose. Cette notion-là, elle permet de comprendre pourquoi finalement le fait de jouer avec un jouet est incroyablement plus fun que de jouer avec son propre pouce, généralement. Si on pousse un petit peu la réflexion plus loin, on peut se dire que si on va marier le divertissement avec l'activité, l'interactivité, finalement on va pouvoir décupler cette notion de plaisir. Et on va pouvoir la renouveler et la réutiliser. Et enfin vient la procédure. Pour ceux qui ne connaissent pas la référence, le formulaire A38. Alors la procédure, hein, comme je le disais, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un truc réservé à une élite non plus. La procédure, c'est quelque chose de très simple. C'est un ensemble de mécaniques et ou de règles servant à atteindre un objectif. C'est ça, une procédure. Alors on connaît tous les très pénibles procédures administratives, vous permettant d'obtenir quelque chose d'un moindre intérêt, mais pour le coup, vous allez devoir vous plier à tout un tas de règles. Mais aussi, on a des processus cognitifs dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, ou même tout simplement dans notre façon de jouer. On va poser des règles qui vont venir régir les interactions, qui vont permettre de les limiter, mais également de les guider vers cet objectif qu'est le plaisir de jeu. Car finalement, un jeu, à la question « pourquoi joue-t-on ?», on joue non pas pour le fun, qui est une des raisons de jouer, mais on joue pour le plaisir. À la fin d'un jeu, même si ce jeu est extrêmement triste, si on a eu plaisir à le faire, quelque part c'est un jeu qui a remporté sa mission. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fini un jeu qui m'a arraché des larmes aux yeux à la fin. Je détestais le jeu sur le coup, pour m'avoir fait sentir aussi coupable, et en même temps j'avais ce sentiment paradoxal que je l'aimais pour ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est un sentiment très étrange et très satisfaisant. Avoir le plaisir de s'être fait un peu mal. Mais sans que ça porte à conséquence, car on se dit, après tout, ce n'est qu'un jeu. C'est ça aussi une des grandes beautés du jeu, c'est que le jeu, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un plaisir rapide, et d'un plaisir qui ne porte pas à conséquence directe sur notre vie, qui n'est pas si grave que ça. Finalement, quand on perd un jeu, c'est pas dramatique. On peut relancer la partie. Maintenant, comment crée-t-on un jeu ? Alors, je ne suis pas game designer, je tiens à le préciser, et je ne vais pas rentrer dans les processus même du game design, plutôt dans des processus en surface, qui vont se greffer autour. On va parler un peu de notions qui existent dans la plupart des jeux, pour ne pas dire en fait dans tous les jeux. Ces notions vont créer une sorte de schéma, une sorte de toile d'araignée. J'espère qu'il n'y a pas d'arachnophobe dans la salle. Autour du noyau de l'interactivité, autour du noyau que sont les procédures, que sont les mécaniques de jeu. Car, effectivement, comme on l'a dit, le jeu étant un divertissement interactif et procédural, on se doute bien que si on enlève et l'interactif et le procédural, on se retrouve devant une émission de TF1. Donc le but, ici, ça va être de voir un petit peu cette clé de voûte, qui sont les procédures, mais aussi ces fils qui partent et qui permettent d'accrocher la structure. Ça ne sert à rien d'avoir une clé de voûte si vous n'avez pas de voûte tout court.
A l'inverse, si vous enlevez la clé de voûte, toute la structure fout le camp. Donc, on va regarder un peu ces autres fils, ces autres notions qui existent dans les jeux. Alors pour ça, je vais vous demander un petit peu de participer. On va prendre, vous allez me donner plus exactement, eh bien, des exemples de jeux. Donc on va commencer. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait me donner un jeu de cartes? N'importe lequel. Dominion. Bon, je ne le connais pas. Est-ce que d'autres personnes ne le connaissent pas? Est-ce que je suis le seul à ne pas connaître Dominion? Du coup, ça va être un peu dur pour les exemples. Le Uno. Est-ce que tout le monde connaît le Uno a priori? Je préfère. Sinon, je risque de dire des bêtises sur le jeu. Le Uno. Ok, très bien. On va prendre aussi un jeu de société. Là, pareil, essayer de prendre quelque chose que tout le monde a déjà joué, au moins une fois. Ça aiderait. Le Monopoly, Cluedo, toutes ces choses-là. Ok, on va dire le Monopoly. Donc le Uno, le Monopoly. On va prendre un jeu de rôle aussi, parce que moi, je sais, j'ai la tête de l'emploi, mais je suis rôliste. Alors je ne sais pas si tout le monde sait déjà un peu comment ça marche les jeux de rôle, donc on va prendre a priori Donjons et Dragons. Je pense que tout le monde se figure que c'est un truc avec des dés et des fiches de personnages, et on ne sait pas trop ce que les gens font autour. Exactement. Ok, on va prendre Donjons et Dragons. Bien entendu, on va prendre un jeu vidéo. Un jeu vidéo connu. Mario. Ok, très bien. Et on va prendre un sport, parce que oui, des fois les sports sont dits des jeux. Quand ils sont faits de façon légère, sans brasser des millions, sans risquer votre peau ou des choses comme ça, on considère que finalement les sports c'est des jeux. Donc un jeu très connu, un jeu sportif très connu, le baseball, pourquoi pas. Ok, le baseball, le Uno, Monopoly, tout ça. Ok, donc comme je le disais, au centre de notre toile, nous avons les procédures. Comme je le disais, les procédures, le but c'est d'atteindre un objectif. Ça va être un peu les étapes nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Alors finalement, créer une procédure c'est assez simple. Déjà, il vous faut généralement une interaction. Imaginons que j'ai un paquet de cartes. Prendre une carte est une interaction. Ok. Bon, le problème c'est que si je dis à quelqu'un « prends une carte », il peut prendre un peu n'importe laquelle. Il peut la prendre à l'envers, à l'endroit, n'importe où dans le paquet, il peut toutes les étaler si ça l'amuse. Donc c'est là où vont intervenir les règles. Les règles vont consister à lui dire, plus précisément, vont limiter, vont encadrer cette interaction. Je vais lui dire, prends la carte sur le dessus de la pile, face cachée, et tu la retournes. Donc là déjà on complexifie déjà l'interaction, mais surtout on la réglemente. Et si on commence à enchaîner les interactions les unes aux autres, on va créer des procédures. Prenons le Uno par exemple. Eh bien, dans le Uno, tout simplement, un joueur prend une carte dans sa main, la pose. Puis un autre joueur va répéter exactement la même interaction. Mais on va rajouter de nouvelles règles par-dessus qui vont venir lier ces deux interactions. Le fait que cette carte doit avoir la même couleur ou le même nombre, nécessairement. Donc là, on commence à voir déjà émerger la procédure. Comme je le disais, on ne va pas non plus faire un cours sur tout ce que ça va impliquer en termes de game design, etc. On ne va pas créer un jeu ensemble ce soir. C'est juste pour que vous ayez une idée déjà de comment on fabrique finalement ce fil. Et ce fil derrière, eh bien, on va le connecter à des notions qui sont peut-être un peu moins techniques, beaucoup plus vagues, mais non moins importantes. La première de ces notions, c'est le but du jeu. Alors c'est vrai, tous les jeux ont un but. La question que je vais vous poser, du coup, c'est, par exemple, qu'est-ce que c'est le but du Uno? Ne plus avoir de cartes. Ok. Maintenant, prenons Mario. Le but de Mario, c'est quoi? Délivrer la princesse. Je ne sais pas si vous remarquez, mais finalement, le but du jeu, c'est quelque chose d'assez sobre, d'assez simple. En fait, c'est même quelque chose de tellement simple que ça consiste en un verbe et un complément. Si vous commencez à imaginer des choses plus complexes que ça, c'est probablement que vous êtes dans la manière d'atteindre le but et non pas le but lui-même. Souvent, quand on demande aux gens, par exemple, quel est le but dans Call of Duty, ils vont vous dire tirer sur les adversaires, prendre le drapeau. Non, ça, ce sont des manières d'arriver à l'objectif.
L'objectif du jeu, c'est battre l'adversaire, peu importe la manière. Donc, quand on crée un jeu, déjà, forcément, c'est quand même intéressant d'avoir un but. Comme je disais, ce but, finalement, déjà, c'est la finalité des procédures. C'est pas fun de faire une procédure s'il n'y a pas un objectif à atteindre. Et surtout, ce but, il va avoir un impact. Le fait qu'il soit là va le lier au reste et va leur donner une signification. On y reviendra juste un peu plus tard. Deuxième notion, alors oui, ça c'est pour les buts du jeu, ça c'est un jeu qui a tout compris. C'est un jeu qui a carrément fait de son objectif le slogan du jeu. Ah, niveau marketing, il ne pouvait pas se tromper. On va parler maintenant du support de jeu. C'est quelque chose qui paraît assez intuitif, voire même évident. Votre jeu, il va falloir le contenir dans quelque chose. Ça peut être votre tête, un gros contenant. Mais après, quand vous allez devoir interagir avec d'autres, des fois, les interactions ont besoin d'un support physique, ou d'un support numérique, virtuel. Ce support va agir déjà comme une première délimitation de votre jeu. Une fois que vous avez figé un support, si vous essayez d'en sortir, vous allez avoir des problèmes. Clairement. Vous ne pouvez plus sortir de votre support de jeu. Ce support de jeu, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des bouts de papier. Le Uno, c'est jamais qu'un jeu avec des bouts de papier. Mais ça peut être aussi une limite que va vous donner un client. Il va vous dire que votre jeu ne peut pas excéder telle ou telle taille, telle ou telle quantité de données numériques, telle quantité de matériel, tel type de matériaux également. Donc c'est une notion qu'il faut quand même bien garder à l'esprit quand on fait un jeu. C'est quel support on peut se permettre et aussi penser à quel impact va avoir ce support sur le jeu. Car une fois qu'on a un support, on a aussi une problématique qui est la problématique de l'interface. C'est-à-dire ce qu'il y a entre le joueur et cette chose un peu abstraite qu'est le jeu. Il faut une connexion, un moyen d'interagir avec le jeu. Pardon. Pour ça, l'interface, on connaît tous l'interface d'un ordinateur, d'une console, votre clavier, votre souris, la manette. C'est ce qui va vous permettre d'agir sur le contenu numérique. A l'inverse, des fois, dans certains jeux, c'est l'interface qui détermine le support. Ça peut arriver, selon comment vous avez créé votre jeu. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi avec ces notions, avec ces fils que l'on peut tisser, c'est qu'ils n'ont pas d'ordre précis. On peut les prendre dans le désordre, ça marche quand même. Du moment qu'on garde à l'esprit qu'ils sont connectés les uns aux autres. Si vous essayez de brancher votre manette Xbox sur le jeu du Uno, ça ne va pas faire grand-chose. En tout cas, ça ne vous aidera probablement pas à gagner la partie. Ensuite, une autre notion, c'est celle de l'aire de jeu. Bon, du coup, j'ai un peu raté mon effet de surprise. L'aire de jeu, attention, ce n'est pas à confondre avec l'espace de jeu, c'est la zone sur laquelle on considère que vous êtes dans le jeu. Alors, au Uno, ça va être votre table, et généralement la zone où on pose les cartes. En jeu de rôle, c'est pareil, on considère que quand un joueur se lève de la table, il n'est plus vraiment dans la partie, en général. Quand vous allez être sur un ordinateur, pour jouer par exemple à Mario ou sur votre Game Boy, ça va être l'écran qui va déterminer la surface de jeu. Tout ce qui est dans cet écran appartient au jeu. Tout ce qui est en dehors de cet écran n'est pas du jeu. Donc ça, c'est une notion qui est très importante parce qu'elle va cadrer finalement les limites réelles du jeu. Et puis il y a la deuxième notion qui vient derrière elle, qui vient s'imbriquer à l'intérieur d'elle, c'est l'ère virtuelle de jeu, c'est-à-dire finalement le jeu en lui-même. Et alors là, on peut passer de tout à rien. Effectivement, sur un petit écran, on peut avoir quelque chose qui fait à peu près 18 km² et des brouettes. On peut avoir un open world qui tient sur 20 cm d'écran. On peut avoir un univers tout entier qui tient sur un bout de papier et des dés. A l'inverse, on peut faire exactement le contraire. On peut rentrer dans un microcosme à partir de quelque chose qui fait 1 mètre. Donc ça, c'est une notion super intéressante avec le jeu, c'est que finalement, le jeu permet
par des toutes petites portes, d'explorer des espaces infiniment grands ou infiniment petits, qui vont eux aussi avoir un impact sur ces procédures qu'on va créer. Donc un bon exemple d'air, c'est plus grand à l'intérieur, c'est typiquement ce qui se passe avec des jeux. Et là, on va arriver à cette notion dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt, c'est-à-dire cet impact, cette signification. On va arriver à la notion de contexte. Il y a des jeux dont le contexte est très abstrait. Si vous prenez Tetris, par exemple, des briques qui tombent, puis on les emboîte les unes pour les autres pour faire un score. Maintenant, imaginez un seul instant que vous changez le contexte de Tetris par un petit artifice visuel. Vous ne changez rien aux mécaniques de jeu. Vous ne touchez pas au jeu au niveau procédural, juste au niveau du contexte visuel. Et là, subitement, votre jeu va prendre une toute autre notion, une toute autre forme. Vous avez les mêmes mécaniques, les mêmes procédures, pourtant le propos de votre jeu a complètement changé du tout au tout. Et ça nous fait arriver à une théorie qui a été exposée pour la première fois par Yann Bogost, sous le nom de rhétorique procédurale. Alors pareil, ça fait très pompeuse, très chargé comme terminologie. Ça a été repris peu de temps après par Jonathan Blow, sous un nom un petit peu plus soft, on va dire, le sens de la dynamique. Là encore, ça reste encore un petit peu vague. Mais dans le principe, c'est quelque chose de très simple à comprendre, c'est qu'en fait, toute mécanique, toute procédure, seule peut sembler dénuée de sens. Dès lors qu'on les interconnecte, dès lors qu'on prend ces notions, qu'on les attache toutes ensemble, elles vont prendre un sens. Qu'on le veuille ou non, elles vont avoir un sens. Et c'est un sens auquel il faut prendre particulièrement, auquel il faut faire attention. Il faut en prendre soin de ce sens. Car le problème, c'est que si vous ne prenez pas soin de comprendre le sens qu'implique chacune de vos briques dans un jeu, vous allez arriver à ce qu'on appelle une dissonance. C'est un peu comme des notes de musique. Si vous les prenez une par une, Do c'est Do, Ré c'est Ré, si vous commencez à comprendre un petit peu l'impact qu'elles ont les unes sur les autres, vous allez pouvoir faire une harmonie. Si vous les mettez en vrac, vous allez surtout faire une cacophonie. C'est ça le principe de la dissonance. Et c'est pareil pour les jeux. Si vous prenez en vrac toutes vos mécaniques, si vous prenez l'interface au hasard, parce que vous pensez que ça ne porte pas conséquence, si, ça a un impact. Alors, un des exemples les plus courants de dissonance, c'est la fameuse dissonance ludonarrative. Je pense que celle-là, on l'a déjà tous expérimentée récemment dans des jeux. Prenons par exemple un jeu sorti récemment, dont je ne citerai pas le nom. C'est un jeu qui, au niveau de la narration, donc au niveau du contexte, nous dit que ce personnage est un homme sympathique, et que clairement ce n'est pas un meurtrier, c'est un homme qui a le sens moral. Prenez maintenant le jeu en lui-même, enlevez la narration, gardez juste les mécaniques de gameplay, vous passez à peu près 50% du jeu à courir en tirant à toute berzingue sur des gens. Là, vous êtes clairement dans un cas de dissonance ludonarrative. D'un côté, vous avez votre contexte, qui vous dit que c'est un homme bon, avec un sens éthique et moral. De l'autre côté, vous avez le gameplay qui vous dit que vous passez votre temps à défourailler et à dézinguer tout ce qui passe, y compris des pauvres pères de famille qui étaient juste là pour gagner de la thune. Là, clairement, on a un problème. Donc là, c'est la connexion qui existe entre la mécanique et le narratif. Mais même au sein d'une mécanique seule, il y a parfois cette dissonance. Prenons par exemple n'importe quel jeu, à dire vrai, assez récent, ou pas d'ailleurs. Un jeu dans lequel on vous dit que vous allez pouvoir sauter 8 mètres en longueur. Vous avez un gouffre, vous faites un saut, vous passez le gouffre, pas de souci. Et 30 secondes plus tard, vous vous retrouvez devant un gouffre qui n'est pas sur votre chemin principal, il est là, sur le côté. Vous voyez une petite plateforme au bout. Il fait seulement 5 mètres. Vous dites peut-être qu'il y a un passage caché, un bonus, quelque chose comme ça. Vous essayez et là, vous tombez dans le vide. Vous ne savez pas pourquoi.
le jeu vous refuse cette mécanique qui avait été implémentée. Cette mécanique qui vous disait, dans cet univers, dans ce jeu, votre avatar est capable de faire des sauts de 8 mètres en longueur. Et il n'y a pas de raison que ça change. Ça, c'était le sens même de la mécanique, sans que vous ayez besoin de la narrer, sans que vous ayez besoin de la dire. Le simple fait que vous ayez pu l'exécuter une fois, vous partez du principe que c'est possible. En jeu de rôle, on a une fameuse citation, c'est le « ta gueule, c'est magique ». Il y a au moins un rôliste dans la salle. Ça, c'est un petit peu l'élocution dramatique du maître de jeu qui se retrouve justement face à une dissonance de son jeu. Il se retrouve à interdire quelque chose qu'il avait autorisé. Et là, son joueur le remarque. Il fait tu te fous un petit peu de ma gueule. Pourquoi je peux pas le faire? Je l'ai fait il y a 30 secondes, lui il l'a fait il y a 30 secondes, puis là je peux plus. Oh mais ta gueule, c'est magique. Ça, c'est un petit peu l'excuse du pauvre pour essayer de passer à côté de la dissonance. La dissonance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais parce que souvent, elle intervient juste parce qu'on a sous-estimé le fait que le simple fait de jouer nous donne des informations. Les seules mécaniques ont un sens, parfois très sobre, très court. Ça se résume à quelques informations, faire un saut, 8 mètres de long. Ça peut être quelque chose d'aussi simple. Ça peut être des fois quelque chose de plus poussé, le fait que par exemple, ce personnage se trimballe avec une arme, du coup ça implique qu'il tue des gens, du coup ça implique que son sens moral et éthique est quand même un petit peu vacillant, alors que la narration essaye de nous dire le contraire. Donc ça, ce sont des choses vraiment auxquelles il faut faire très attention. Et ensuite, on va aborder une autre thématique très chère, en particulier aux jeux vidéo ces derniers temps, la notion de difficulté. Alors la difficulté, c'est assez amusant, parce que généralement, quand on parle d'un jeu et de sa difficulté, on parle d'une courbe. On vous dit, ce jeu est vachement équilibré, au début c'est super simple, puis ça monte crescendo, c'est un petit peu le modèle parfait de la difficulté, entre guillemets. Il y a des jeux, un peu à la Dark Souls, qui eux vous mettent tout de suite des bâtons dans les roues et qui vont continuer jusqu'à la fin à vous en mettre. À l'inverse, on a des jeux qui sont très simples au début, et qui d'un seul coup vont commencer à monter sur la pente. Après, vous avez des jeux aussi en dents de scie, etc. La courbe peut prendre toutes les formes que vous voulez. Le problème que j'ai avec cette belle courbe, c'est qu'elle vient toute seule. C'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est en fait votre capacité à estimer un risque. Car il y a une chose qui est assez récurrente, enfin qui est récurrente tout court dans les mécaniques, dans la dynamique d'un jeu, c'est la notion de défi et également la notion de dilemme. Ce sont les deux mécaniques parmi les plus courantes du jeu vidéo, et même du jeu en général. D'un côté, vous avez le défi. On vous met devant une situation où vous avez un potentiel gain et une potentielle perte. La difficulté tient généralement dans l'estimation de cette perte, la probabilité de cette perte. Vous allez vous dire, bon, voilà, j'estime qu'effectivement, sur un lancer de dés dans un jeu de rôle, j'ai 9 chances sur 10 de me planter. C'est un jet difficile. Le problème, c'est que justement, si on prend cette difficulté, ça sonne un petit peu creux, il manque quelque chose. L'échec. Quelle est la conséquence de l'échec? Si j'ai 9 chances sur 10 de me planter, j'aimerais bien savoir du coup, ça fait quoi si je me plante? Et là intervient du coup une deuxième courbe. C'est celle de la conséquence de l'échec. Pas la conséquence de la réussite, la conséquence de l'échec. Jusqu'à quel point cet échec va être punitif pour moi? Dans certains jeux, par exemple, vous avez une courbe de difficulté assez importante. Mais quand vous vous ratez, ça vous ramène 2 secondes en arrière, et vous pourrez recommencer à l'infini. Et là, du coup, vous vous retrouvez avec une conséquence qui ne porte pas vraiment à préjudice, malgré l'énorme difficulté que vous avez. A l'inverse, il y a des jeux qui sont extrêmement simples. La difficulté semble dérisoire, sauf que pas de chance. Quand vous vous plantez,
les conséquences sont dramatiques, et ça vous fait recommencer le jeu depuis le début. Ce qui est important à voir, c'est que quand ces deux courbes apparaissent en même temps, elles vont donner naissance à une troisième courbe. Une courbe qui se trouve un peu entre les deux. Et cette courbe-là, c'est la courbe d'accomplissement. La notion d'accomplissement, finalement, c'est ça que vous cherchez quand vous mettez des bâtons dans les roues. À part si vous êtes un sadique, a priori, quand vous faites un jeu, comme je le disais, c'est quand même pour que vos joueurs aient du plaisir à jouer. L'accomplissement est une des formes de satisfaction souvent utilisées dans un jeu. Tout simplement parce que ça répond au simple fait d'avoir réussi face à la probabilité d'un échec. Plus cette probabilité d'échec est grande, plus le sentiment d'accomplissement va être grand. Mais il faut tenir également compte de la conséquence de l'échec. Si c'est un tout petit échec, même avec une très grande probabilité, l'accomplissement va se situer quelque part entre les deux. L'accomplissement, c'est ce sentiment immédiat au moment du succès. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcément connaître à l'avance, on peut difficilement l'anticiper. Donc généralement, quand on place un défi, voire même un dilemme, je reviendrai sur le dilemme juste après, sur un défi, généralement, on essaye de mettre une carotte, un appât, une récompense. Parce que si je me dis que j'ai 9 chances sur 10 de me planter et que les conséquences sont dramatiques, si on ne me donne pas une bonne raison de le faire, a priori, je vais tourner les talons et je ne vais pas le faire. Si en revanche, on me dit que si jamais je réussis une chance sur 10, mais que ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a une très forte récompense à la clé, je vais peut-être le prendre, le risque, finalement. Et le problème avec la récompense, c'est que des fois, elle n'est pas raccord avec cette courbe d'accomplissement. Vous partez guerroyer contre un dragon, Skyrim, Donjons et Dragons, toutes ces choses-là. Le combat s'annonce difficile. Il va vous mettre une grosse raclée si vous ne faites pas attention. Et les conséquences pourraient être désastreuses parce que vous n'avez pas sauvegardé depuis à peu près 2 heures. Là, c'est grosse prise de risque. On ne vous a pas dit quelle était la récompense. Mais bon, vous commencez un petit peu à connaître le jeu et vous vous dites non, mais on va me récompenser à la hauteur de cette difficulté. Donc vous estimez dans votre tête cette courbe d'accomplissement. Vous estimez à peu près où devrait se situer finalement le minimum de votre récompense. Vous finalement, vous tuez le dragon. Là, vous avez cet instant de satisfaction. Puis vous rentrez, vous demandez votre récompense. Et là, le mec vous dit, c'est bien. Généralement, la réaction des joueurs à ce moment-là, c'est soit d'exploser leur clavier s'ils sont sur un ordinateur, soit d'exploser le mec qui vous donne la récompense si vous êtes dans un jeu dans la vraie vie. Toujours est-il que vous vous sentez floué parce que votre récompense, elle se situe quelque part par ici, alors que vous estimiez qu'elle devait plutôt se situer par là. A l'inverse, vous pouvez avoir cet effet un petit peu extatique quand vous réalisez que vous avez fait une action toute pourrie. On vous a demandé de rassembler 3 poules, de le ramener dans un poulailler, vous l'avez fait. C'était pas bien difficile. Et là, le mec, il vous donne un truc extraordinaire, il vous signe un chèque de 10 000 €, je sais pas. Là, vous en revenez pas. Généralement, c'est le moment où c'est tellement haut que ça devient presque absurde. Mais au moins, vous avez un sentiment plaisant. Donc, si vous situez votre récompense au-delà de la notion d'accomplissement, a priori, votre joueur devrait être satisfait d'avoir réussi et surtout, il devrait recommencer. Ça, c'est aussi une notion sur laquelle vous pouvez jouer dans vos jeux. Vous l'appâtez une première fois avec quelque chose, puis après, vous lui donnez plus la récompense, il partira du principe qu'il va la retrouver. Pour ceux qui aiment bien jouer un petit peu au yo-yo avec justement cette courbe, comme je le disais, là, elles sont belles, elles sont bien lissées. Ça peut ressembler à un escalier, à des dents de scie. C'est pas quelque chose de régulier, en vrai. Et donc, j'avais parlé aussi de dilemme. Alors le dilemme, c'est une autre mécanique qui, elle, ne fait pas intervenir la notion d'échec et de réussite, c'est-à-dire de gain et de perte. Elle fait intervenir quelque chose d'un peu plus subtil. Elle fait intervenir les deux en même temps. C'est un gain pour une perte. Et si le gain est à la hauteur de la perte, là, on tombe en plein dans le dilemme. C'est une chose que votre cerveau n'aime pas, le dilemme. Clairement pas.
Parce qu'il va savoir que ce dont vous allez vous priver est important, mais ce que vous allez gagner est important aussi. Le cerveau, il est formaté pour essayer d'avoir le plus en faisant le moins. C'est pour ça que généralement, quand la difficulté est très basse, que la récompense est très forte, il va se jeter dessus. Le principe du dilemme, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui permet de jouer un petit peu avec cette courbe de difficulté, qui permet, quand on arrive un petit peu à tourner en rond finalement avec cette notion de, bon voilà, je mets une difficulté de plus en plus grande, mais du coup il faut que je mette une récompense de plus en plus grande. Bon, c'est un petit peu le chien qui tourne autour de sa queue. De temps en temps, vous pouvez faire intervenir cette notion de dilemme justement pour pallier un petit peu à cette redondance. Je prends un exemple que personnellement j'aime bien. Une erreur que beaucoup de gens font quand on parle de jeu de rôle, c'est de s'imaginer que le jeu réside là-dedans, dans un dé. Et finalement, que les joueurs, ils y sont pas pour grand-chose. Ils lancent le dé, et s'ils font le bon score, ils ont gagné. C'est un peu comme faire des paris au casino. Alors qu'en vérité, le jeu de rôle, quand c'est bien fait, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça. Le jeu de rôle, il va placer un dilemme avant et après la prise de risque. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez cette fameuse prise de risque, 900 sur 10 de vous planter pour une récompense qui, a priori, devrait en valoir la peine. Et là, le jeu de rôle vient faire intervenir des mécaniques qui vont dire « Oui, mais tu peux augmenter tes chances de réussite si jamais tu sacrifies quelque chose en échange. » Et a posteriori, même s'il a amélioré ses chances, imaginons une chance sur 2, c'est toujours mieux que 9 chances sur 10 de se planter, et qu'il se rate quand même. Là, vous pouvez refaire intervenir une deuxième fois la bonne vieille notion du dilemme. Vous lui dites, tu t'es planté, c'est pas de bol. Mais je suis bon prince, et je vais te laisser la possibilité, en échange de quelque chose, de racheter cet échec. Bon, je vous le dis, en tant que maître de jeu en jeu de rôle, ça marche à tous les coups. C'est une mécanique très bien rodée. Mais pas que en jeu de rôle. Si vous allez au casino, toutes ces choses-là, ils jouent sur ces notions. Le gain, la perte, la difficulté, les conséquences. Quand vous avez un ticket de loto, vos chances de gagner, extrêmement minces. La récompense, énorme, démesurée. Les conséquences de l'échec, 2 €. Ça va. Du coup, vous allez vous dire, ça vaut le coup. Vous allez recommencer. Ça, c'est vraiment quand vous jouez sur cette notion de gain-perte. Comme je disais, les jeux de rôle qui sont un bon moyen de rendre vos joueurs un petit peu plus aptes à faire des sacrifices, on va dire. Vous introduisez maintenant cette notion de dilemme, ou des jeux qui ne se basent que sur des dilemmes. Ces jeux qui vous posent un petit peu, des dilemmes moraux au travers d'une narration. C'est quelque chose qui commence à voir un petit peu plus le jour depuis quelques années dans le jeu vidéo. Je pense entre autres, fut un temps à Mass Effect, qui avait voulu comme ça se faire le porte-étendard du choix moral. Un petit peu planté en route. Mais sur le principe, il posait déjà ses bases. Finalement, cette notion de, quand je me retrouvais à parler avec un personnage, eh bien, je pouvais me le mettre à dos, mais généralement, je me faisais un allié à côté, ou me mettre à dos cette personne et le mettre lui dans ma poche. Toujours cette bonne vieille notion de dilemme, très efficace. Maintenant, on a vu un petit peu l'ensemble. Alors oui, ça c'était pour la récompense qui n'était pas à la hauteur, je l'ai oublié. On va terminer tranquillement sur une ouverture, avant de pouvoir poser des questions. Imaginez que maintenant vous avez un contexte de jeu, vous avez posé votre support, votre interface, vous commencez à créer votre jeu, vous vous prêtez à l'art subtil du game design, et finalement, vous arrivez à ce moment béni où vous avez un jeu, ou du moins un prototype fonctionnel.
Maintenant, il va falloir apprendre à vos joueurs à jouer à ce jeu. On va pas y répondre ce soir. Ce sera l'histoire d'un autre mug. Et s'il y a des personnes parmi vous qui se sentent intéressées pour participer à ce sujet qui est le tutoriel, le didacticiel, venez nous voir. Parce qu'on sera très content de pouvoir vous faire passer. Je ne sais pas encore quand. Mais voilà, ce sera pour une prochaine fois, cet art subtil, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, entre guillemets. Si vous pensez qu'un tutoriel, il suffit de mettre un joli petit bouton qui clignote en marquant « Appuie pour sauter », c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'il faut mieux éviter de faire. Même si on a tendance à le faire un petit peu par automatisme, ça fait partie de ces choses, justement, qu'il faudrait qu'on réapprenne à changer. Il y a des moyens beaucoup plus subtils d'apprendre à jouer à un jeu. Entre autres, comme je le disais, parce que les mécaniques, l'avantage, c'est qu'on peut les répéter. Et comme on peut jouer sur la conséquence de la mécanique, finalement, vous lui faites faire une première fois sans que ça porte à conséquence. Vous lui faites répéter. Il apprend. Et puis après, par contre, vous pouvez augmenter les conséquences si jamais il se boite. Si ça vous intéresse, rapidement, on peut peut-être se prêter à un petit exercice. Ensemble, j'ai mon dé avec moi. On va prendre ces notions dans le désordre. À chaque fois, vous allez me donner une réponse à cette notion. Et on va essayer de créer un concept. Pas un jeu, un concept de jeu. Est-ce que ça vous tente ou pas ? Allez. Ok. Alors, on va commencer le concept par la notion de difficulté. Comme ça, on commence bien dans le désordre pour le coup. Est-ce que vous voulez faire un jeu qui va être extrêmement dur, hein, rappelez-vous ces fameuses courbes, quelque chose un petit peu plus traître, qui vous fait croire qu'il est simple et puis d'un seul coup vous poignarde dans le dos? Est-ce que vous voulez quelque chose de bien progressif? C'est vous qui décidez. Quelqu'un? Yes. Un jeu difficile, il y a un sadique dans la salle. Ok, on va prendre un jeu difficile. Ce jeu difficile, est-ce qu'il va prêter à conséquence en cas d'échec? Ou est-ce qu'on va être sympa, quand même? Ayons un peu de pitié pour ces pauvres joueurs. Non, c'est difficile. Non, on sera sans pitié avec ces joueurs. On va faire Dark Souls 4, c'est parti. Ok, donc on va faire un jeu difficile et punitif. Il y a intérêt à ce que la récompense, elle soit quand même vachement bien. Et justement, c'est là où je voulais un petit peu en venir. C'est que vous voyez, parce qu'on a commencé par la notion de difficulté, déjà on a un lien qui se présente à nous. On a fait la difficulté, il faudrait peut-être qu'on envisage la récompense. Donc on a déjà notre fil rouge pour au moins une notion. On n'est pas obligé de la faire maintenant, on peut se la garder pour un peu plus tard. Deuxième notion, l'interface. Sans même déterminer le support. Comme quoi, quelle interface on va placer à notre jeu? Pas forcément un jeu vidéo, hein. On peut faire un jeu de cartes, on peut faire un jeu sportif. Quelle interface va-t-on donner à ce jeu? Pour commencer, il nous faut 120 ou 130 artichauts. Ok, on va prendre les artichauts. Donc interface de jeu, artichaut. On va peut-être en prendre 12 pour commencer. Ok, donc c'est un jeu qui se joue avec 12 artichauts. Un jeu extrêmement dur, extrêmement punitif. On a déjà un concept. Hein. Maintenant, du coup, qui dit interface dit support. Bon, là la question est un peu transparente. Étant donné qu'on va jouer avec des artichauts, on peut déjà déterminer que les artichauts vont faire partie du support. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Je ne sais pas, peut-être que ça va consister à lancer les artichauts sur une pente glissante, mettre des artichauts dans un bac, que sais-je encore, manger les artichauts, je ne sais pas. Quel cas c'est vous, le support? Donc, quel support va-t-on donner à notre jeu d'artichauts? Une idée? Un tabouret. Ok. Donc là, pareil, on a notre support, on a notre interface. L'interaction, ça va être avec les artichauts.
Le support de jeu, ce sont les artichauts et le tabouret. Du coup, directement, on a déjà un lien avec l'aire de jeu. L'aire de jeu, a priori, va être au moins limitée au tabouret, mais ça peut être plus. Alors si je tombe toujours sur le même résultat, ça ne va pas le faire. La récompense, on l'avait mis de côté. On peut y revenir. Est-ce que la récompense de ce jeu d'artichaut va être grande? A priori, il vaut mieux. Comme on l'a vu, ça va être un jeu très dur, très punitif. Donc à moins qu'on arrive à récompenser sans difficulté le joueur, juste en regardant le jeu, bon, dans ces cas-là, vous avez fait Interville. Et là, vous ne jouez pas. Vous regardez des gens jouer pour pas grand-chose. Il faut les intéresser, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils interagissent par eux-mêmes. Ils ont le droit de manger les artichauts. Faut-il encore qu'ils les aiment? Non, on va être un petit peu rapia. On va faire comme à la télé, on va leur faire gagner un super lot à la qui veut gagner des millions. Votre poids en vinaigrette à vie. Qui sait, il y en a peut-être qui viendront. Alors toujours est-il que voilà, comme vous l'avez vu, le fait d'avoir donné une difficulté, le fait d'avoir mis des conséquences très fortes, vous devez quelque part anticiper que votre récompense va être à la hauteur de tout ça. Sinon, vous allez tomber dans cette fameuse dissonance. Vous croyez vraiment que les gens vont venir jeter des artichauts si vous leur dites « vous pouvez les bouffer à la sortie ». Vous aurez peut-être les restos du cœur à la limite, mais... Les restos du cœur, ça marche bien avec l'artichaut. À voir. On peut l'applaudir. L'aire de jeu. Donc l'aire de jeu, comme je le disais, bon, effectivement, déjà, parce que notre support sont les artichauts et le tabouret, on a déjà au moins une limite. Il va falloir quand même qu'on utilise notre support. Ce serait con d'avoir une aire de jeu qui n'utilise pas le support. Donc quelle va être notre aire de jeu? Ça peut être juste une toute petite zone de la taille d'un cul d'artichaut sur le tabouret. Aussi bien que ça peut être le tabouret, voire plusieurs tabourets environnants. Ça peut être une zone de, je sais pas, 20 mètres, il faut courir pour placer l'artichaut sur le tabouret. Donc vous voyez déjà, le fait d'avoir pensé à votre aire de jeu, vous allez déjà aussi penser finalement à des mécaniques. Vous allez vous donner de nouvelles limites ou de nouvelles libertés en pensant à ces choses-là. Vous voyez comment ce processus commence à former un jeu un petit peu dans votre tête. Donc l'aire de jeu, qu'est-ce qu'on fait pour l'aire de jeu? Distance entre le tabouret et la zone où il faut lancer les artichauts. Alors lancer les artichauts, ça c'est déjà de la mécanique, mais... Ok, on va dire donc le tabouret et une petite zone autour, bon disons à peu près 2 mètres autour, un rayon de 2 mètres autour du tabouret. Ok, nous avons notre aire de jeu. Déjà, on peut commencer à penser un petit peu aussi, du coup, à ce volume de jeu. Bon, a priori, comme pour l'instant, on n'a pas encore parlé du contexte, on est encore libre. Le dé n'est pas avec moi. Ah, le but du jeu. C'est vrai, on n'a toujours pas parlé du but du jeu. On a des artichauts, on a un tabouret, on a une aire bien délimitée. On sait que ça va être un jeu assez dur. Estimer le nombre de feuilles. Estimer le nombre de feuilles dans l'artichaut. Ou un combat de Beyblade mais avec des artichauts. Donc dans ces cas-là, le but du jeu, ce serait battre l'adversaire, ce qui introduit la notion d'adversaire du coup. Donc on prend quoi? Le comptage de feuilles d'artichaut ou le combat de Beyblade? Je vous faire rire un artichaut. Le comptage d'artichauts avec des tabourets, ça va être un peu chaud. Non, c'est mieux un adversaire, parce que même dans le comptage, c'est celui qui est le plus proche du nombre de feuilles. Enfin, il peut y avoir un truc, donc c'est plutôt par rapport à Ça peut être un jeu de paris sur le nombre de feuilles de l'artichaut, puis il y a un mec qui est à côté du tabouret. Donc on va prendre un adversaire, c'est la compétition. On prend un adversaire, ok. Déjà, vous voyez, notre jeu vient de devenir multijoueur. Ou au moins joueur face à une intelligence artificielle. On n'avait pas encore envisagé ce principe-là. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé des joueurs en eux-mêmes, parce que les joueurs, finalement, c'est triste à dire, mais les joueurs, même si ce sont eux que vous devez satisfaire à la fin, en tant que tels, ce sont surtout des mécaniques. Quand vous faites intervenir un adversaire, vous faites intervenir une mécanique contraire à celle du premier joueur, du joueur référent, entre guillemets.
Ok, donc le but du jeu, battre l'adversaire dans un terrible combat d'artichaut. Pourquoi pas. Il me reste plus tant de notions que ça, donc je crois que j'ai plus vraiment besoin de lancer le dé à ce niveau-là. Donc il nous reste l'espace, le contexte. Alors l'espace virtuel de jeu. Il y a des jeux qui s'en passent très bien et qui considèrent que l'espace réel et l'espace virtuel sont le même. Quand vous jouez au football ou au baseball, a priori, l'aire virtuelle de jeu, en fait, c'est l'aire réelle déterminée par votre surface de jeu. Donc, on n'estime pas que les joueurs de baseball sont capables de sauter 12 mètres, ou alors ils sont très très forts. Donc on peut rester sur quelque chose de très sobre. L'aire de jeu, ça peut être quelque chose de réel. On garde la même échelle à l'intérieur du jeu et dans la réalité. Aussi bien qu'on pourrait dire que nos artichauts sont en fait des atomes, et on va essayer de former une molécule avec. Là, auquel cas, on passerait directement dans le contexte. Donc qu'est-ce qu'on fait avec notre aire de jeu? Est-ce qu'on garde l'aire réelle? Est-ce qu'on taille dans le microscopique, dans le géant? Pas d'avis, on va rester dans le réel, je pense. Et donc maintenant, le contexte. Va-t-on donner un contexte à ce championnat d'artichaut? On peut. Si vous voulez, vous pouvez même faire un jeu polémique à base d'artichauts, c'est possible. Tout est question d'habillage, finalement, de donner un contexte à ces artichauts. Rappelez-vous Tetris, vous jouez à un truc de briques, bon, ça porte pas à conséquence. Puis bon, à la place, vous mettez des esclaves ou des corps ou des trucs. Là, les gens commencent à vous regarder bizarrement en vous disant que vous avez un esprit tordu. À la place, vous mettez des cadeaux de Noël qui s'empilent au pied du sapin, et là, les enfants adorent. C'est toujours le même jeu. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire de ces artichauts? Est-ce qu'on va leur donner un contexte? Est-ce qu'on va garder le jeu tel qu'il est parce qu'il nous semble déjà plaisant en tant que tel? Est-ce que la récompense, l'accomplissement d'avoir réussi un challenge à base d'artichauts va suffire à nous motiver? Pour la chaise électrique, ce sera bien. Électrique. Si on l'appelle la chaise électrique, il sera un peu dans le Faut électrifier. On pourrait. Donc voilà. Le principe, vous voyez, c'est qu'on a un concept de jeu qui émerge sans même avoir encore pris le temps de parler des mécaniques. On ne sait pas encore comment on va atteindre ce but. On ne sait pas encore comment on va battre l'adversaire. On ne sait pas encore toutes les mécaniques qu'on va pouvoir ajouter à l'interface, mais on a déjà posé des limites. On a déjà posé des cadres, des bornes, qui nous permettent de voir un peu une image d'ensemble de notre jeu. Et surtout, ce processus-là, ce n'est pas quelque chose qui va être juste destiné à un game designer qui va ensuite penser les mécaniques, parler à ses développeurs. C'est quelque chose qui est important finalement de transmettre à toutes les personnes qui vont être impliquées dans la création d'un jeu. Si vous donnez à votre graphiste un travail à faire sans lui dire quoi, il y a de fortes chances que, ne sachant pas vers quoi il se destine, il va vous créer quelque chose qui sera en dissonance finalement avec cet ensemble que vous voulez créer. Il en va de même pour votre développeur, pour votre sound designer. Un exemple qu'utilisait beaucoup Yann Bogost, c'était de dire la dissonance finalement, c'est mettre une musique de Benny Hill en plein milieu d'un enterrement. C'est totalement ça. Si vous n'avez pas cette vision d'ensemble, même très sobre, on l'a vu, c'est pas quelque chose de compliqué, on l'a fait là en 10 minutes ensemble. Si vous n'avez pas cette vision d'ensemble, individuellement, vous risquez de faire quelque chose qui va avoir une signification que les autres n'ont pas anticipé, mais que les joueurs, eux, vont sentir, vont voir. Quand votre style graphique n'est pas raccord avec votre narration, quand vos mécaniques ne sont pas raccord avec votre narration, quand votre narration n'est pas raccord avec le sound design, et ainsi de suite. Ces choses-là, il faut les garder à l'esprit et surtout, il faut les partager quand on est à plusieurs sur la création d'un jeu. En parlant de penser à tout, on rencontre le fait qu'on pourrait jouer que 4 mois dans l'année. C'est une notion auquel il faut garder à l'esprit, ou alors on fait des artichauts en plastique. Et dans ces cas-là, il vaut mieux pas dire aux gens qu'ils pourront les manger derrière. Ça change tout sur la récompense. Donc oui, quelque part, c'est quelque chose qu'il faut aussi penser. Alors, on ne peut pas penser à tout quand on crée un jeu. Il faut savoir aussi se donner des petits degrés de liberté. Le jeu de rôle en est un bon exemple. Si vous essayez d'anticiper absolument toutes les conneries que vont faire vos joueurs pendant la partie, vous ne ferez jamais la partie. De toute façon, les joueurs feront toujours ce que vous n'aviez pas prévu. C'est un peu une règle d'or dans le jeu en général.
Dès lors que vous laissez une faille, il y aura toujours un petit malin pour l'exploiter. Vous savez, celui qu'on déteste toujours, qui va chercher la petite bête là où vous avez oublié un truc. Donc, n'allez pas trop loin non plus dans la recherche d'impact, mais ayez conscience qu'elle existe. Ayez conscience que, voilà, toute mécanique, toute dynamique et toute brique que vous implémentez à l'intérieur d'un jeu aura un impact, aura un sens, et que ce sens va s'additionner au sens des autres choses. Finalement, faire un jeu, c'est un peu comme faire un puzzle. Une pièce seule, bon, ok. Vous allez lui donner une forme pour qu'elle puisse s'imbriquer avec une autre. Et parce qu'elles ont des couleurs, un sens, qui va également se marier, vous allez avoir un tableau d'ensemble qui va se former. C'est aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le risque d'aller piocher chez le voisin. Je pense que tous ceux qui ont un jour essayé d'inventer un jeu ont vu une mécanique ailleurs, dans un autre jeu, et ils se sont dit « j'adore cette mécanique, j'aimerais avoir la même dans mon jeu ». Et c'est risqué. C'est pas impossible à faire. Du moment qu'on est prêt à prendre cette pièce et à la retailler et peut-être la repeindre un petit peu, voire même totalement. Si on est prêt à faire cet effort-là, on peut transformer cette pièce et l'adapter à notre puzzle, pour essayer de changer un petit peu notre ensemble. Ça dépend de la taille de la pièce, mais si tu compares ça, parce que tu faisais des analogies, moi je fais souvent des analogies avec la cuisine, c'est comme si tu disais « Ah, dans ce plat-là, j'aimais vachement le petit côté coriandre, je vais en utiliser moi aussi dans ma recette, dans mon plat, peut-être un plat complètement différent, mais du fait que c'est un plat différent, c'est pas parce que tu utilises le même ingrédient que ça va être. Tout à fait. C'est pas repeindre la pièce, c'est carrément le fait de l'utiliser dans c'est le contexte. Renoncer. Voilà, et avec renoncer, savoir renoncer à l'utiliser. C'est ce que j'entends par repeindre et changer la pièce totalement finalement. C'est que si vous en êtes au point de changer totalement la pièce, ça revient à admettre que finalement vous renoncez à cette mécanique. Elle vous a paru bonne sur le coup, mais elle vous paraît finalement inadéquate dans le contexte. Si vous essayez en revanche de bourrer votre pièce un petit peu à la va-vite, vous allez vous retrouver avec une grosse tâche au milieu de votre puzzle qui ne tient pas très bien. Clairement, vous avez une nouvelle dissonance qui s'est créée. Voilà, c'était un petit peu une dernière mise en garde que je voulais faire avant de terminer. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bon, d'abord, merci. C'est pas vraiment une question, mais c'était une remarque par rapport à ces courbes-là, par exemple. Je vais dire quelque chose qu'on sait tous, mais je veux dire, après, toutes ces notions-là sont quand même vachement relatives. C'est-à-dire que si demain, je crée un concept de jeu de société ou de jeu vidéo, et je dis, bon, bah, l'objectif sera difficile. Difficile, c'est une notion très subjective. C'est-à-dire que ce qui va être difficile pour un joueur ne le sera peut-être pas pour un autre. Il y a aussi une notion peut-être de la cible. Quand on fait un jeu, on cible une certaine catégorie de joueurs. Peut-être tous les joueurs, mais parfois une certaine catégorie. Dans le jeu vidéo, par exemple, les jeux hardcore, ils sont pas pour les casual gamers. Dans les jeux de société, il y a des jeux de société qui ont des règles très complexes, mais qui plaisent à certains rôlistes, par exemple. Voilà. Et je trouvais que c'était important quand même de relever cette notion-là, que la notion de difficulté, de récompense et de perte Ce sont des notions très abstraites. Très variantes d'un joueur à l'autre. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple des succès qui sont à la mode maintenant depuis pas mal d'années. Avoir un succès en soi, c'est une récompense vraiment bénigne qui n'apporte rien au jeu, qui est là juste pour flatter l'ego, histoire de dire bon bah j'ai réussi à faire ça. Et des fois qui demande un investissement majeur du genre de jouer à un jeu 500 heures, 1000 heures, voire plus, avec une perte totalement minime, parce qu'il n'y a rien à perdre s'il ne réussit pas. Et voilà, et du coup il n'y a pas spécialement une grosse carotte obligatoirement pour faire jouer un joueur. Il y a aussi peut-être je sais pas comment exprimer ça, mais Sur le succès, la carotte elle est sociale en fait. C'est pas obligatoirement, ça peut montrer être ton personnel. platine, en fait Non, sinon ça- tu le fais pas. Ah si, parce que moi je suis du genre à être un peu enfin maintenant j'ai moins de temps, mais à être collectionneur on va dire. Mais je m'en fous que les autres le sachent ou pas. C'est pour moi c'est une satisfaction personnelle. Et il y a certainement de l'ego là-dedans, mais par contre c'est peut-être comment dire. Mais la carotte reste minime, voilà, elle est sans conséquence et si un joueur à côté ne le fait pas, il a rien perdu quoi en soi. Oui, comme tu le disais, les conséquences de l'échec, c'est-à-dire de ne pas collecter, est nul. Du coup, le fait que ce soit très difficile, entre guillemets,
En soi, généralement, le challenge pour arriver à récolter ces succès, c'est surtout le temps. Ce qui en soi, le temps, ce n'est pas tant une difficulté qu'une dépense. Donc, oui, la difficulté, la notion de récompense, toutes ces choses-là sont des choses extrêmement abstraites. Et honnêtement, je ne pense pas que quelqu'un soit capable de les quantifier correctement. Ça varie effectivement beaucoup d'un joueur à l'autre. Ce qu'il faut justement, c'est ne pas essayer de rentrer non plus dans le détail. Il faut avoir un petit peu une vision d'ensemble, une volonté d'ensemble qui va te servir ensuite à développer tes mécaniques. Quand tu vas développer tes mécaniques, justement, tu vas, en les mettant bout à bout, voir si oui ou non ça correspond à peu près. Comme je disais, c'est des belles courbes parfaites, elles n'ont pas les dents de scie de la réalité, qui dépendent du joueur, qui dépendent du temps, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut juste, c'est que quand toi tu poses tes mécaniques, et que tu les essayes, c'est important de les essayer, c'est que tu essayes de voir si tu suis à peu près ce tableau que tu t'étais posé. Mais le but, c'est clairement pas d'anticiper comme ça, c'est pas possible. C'est comme d'anticiper, comme je le disais en jeu de rôle, les bêtises que vont faire tes joueurs. Si tu te lances dans cet exercice, c'est pas faisable. J'avais tout à fait compris, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, comme dans toute règle, après, il y a un peu l'espace vide pas prévu entre. Par exemple, je sais pas si toi, personnellement, il y a peut-être des jeux qui as joué, peut-être sans vouloir atteindre un objectif particulier, simplement pour jouer, en fait. Et du coup, quoi qu'ils aient pu réfléchir auparavant, toi, tu joues à ta manière et tu trouves le plaisir, peut-être d'une façon qu'ils n'avaient pas prévu auparavant. Alors, tu n'as peut-être pas couru après l'objectif que le jeu te donnait. Pour autant, tu as peut-être couru après ces petits objectifs intermédiaires parce que tu sais qu'ils te plaisent. Ça peut être même... Généralement, tu cherches quand même une forme de satisfaction quand tu joues à un jeu. C'est justement parce que tu sais que d'une façon ou d'une autre, ce jeu a un potentiel de plaisir. Donc après, effectivement, si c'était le potentiel prévu par les développeurs ou par les créateurs du jeu, tant mieux pour eux. Si c'était pas le cas, tant mieux pour toi quand même. Si c'est pas le cas, c'est ce que j'appellerais par exemple le gameplay émergent. Tu sais, des fois on parle dans certains jeux, quelque chose qui n'était pas prévu, les joueurs vont trouver une nouvelle façon de s'amuser avec le jeu qui n'était pas prévu par les développeurs, on appelle ça un gameplay émergent. Ça, je parlerais plus d'ouverture de gameplay en fait. Ouais. Prenons... C'est ça, ils n'ont pas compris leur jeu, le louper est de leur côté. Après, si les gens trouvent du plaisir à jouer, quelque part, le jeu réussit pour lui-même en tout cas. Après, il y a des jeux, entre guillemets, qui ont le terme gameplay émergent, c'est juste que le côté émergent, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Renouveler le gameplay, c'est pas forcément quelque chose de facile, c'est pas forcément non plus quelque chose de toujours souhaitable. C'est bien, hein. Moi, j'aime bien voir des jeux nouveaux avec un nouveau gameplay. De temps en temps, aussi avoir de bonnes vieilles briques qui marchent, c'est bien aussi. Après, il y a vraiment cette notion de liberté, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui jouent sur le flou, justement. Parce qu'ils savent que les gens vont se l'approprier. Dans ces cas-là, ça se rapproche presque de boîte à outils plus que de jeux. Ça devient des jouets plus que des jeux. Prenons Lego. Prenons Minecraft. Les Sims. Toutes ces choses-là. Bon, le but est très très vague. Le but de Minecraft et de Lego, c'est construire quelque chose. Alors, plus vague que ça, on ne fait pas quand même. C'est surtout qu'il n'y a pas de condition de victoire et de défaite sur cet objectif. C'est pour ça qu'il est flou. Voilà, ça c'est un jeu qui va plutôt jouer sur les dilemmes que tu es capable de t'imposer à toi-même. Parce que tu sais que les joueurs, de toute façon, à partir du moment où tu vas leur donner des briques, des choses, c'est comme quand tu donnes une épée en plastique à un gamin. T'as pas besoin de lui dire d'aller sauver la princesse pour fendre le dragon, jouer aux pirates ou aux cow-boys, tout ce que tu veux, avec ses potes. Ça, il va le faire de lui-même. Il va s'approprier un outil pour en faire un jouet et il va générer ses propres jeux avec. Il va voir le potentiel de satisfaction qu'il peut retirer de l'interaction qu'il a avec ça. Donc ça, c'est plutôt vraiment la notion jouet-jeu. C'est-à-dire quand on donne trop de liberté, on sort du jeu finalement pour devenir juste un jouet, un potentiel. Il n'y a pas de difficulté non plus dans Minecraft en mode sandbox. Comme je disais, on n'est pas obligé de mettre la difficulté. La difficulté, c'est une des deux mécaniques très utilisées, mais elle n'est pas obligatoire. Ouais. On se l'attribue tout seul. On se l'attribue tout seul. On finira par nous-mêmes se mettre un bâton dans les roues, ne serait-ce que pour avoir ne serait-ce que la satisfaction d'avoir fait un choix. C'est-à-dire, j'ai mon épée en plastique, j'ai une banane en plastique, laquelle des deux je vais choisir. L'épée, ça me permet d'attraper le dragon, ça me permet de l'acheter avec la banane, je sais pas. Toujours est-il que voilà, c'est quand on donne vraiment un outil, finalement, les gens
ont cette faculté de créer des jeux. Les animaux eux-mêmes ont la faculté de créer des jeux parce qu'ils en ont besoin, comme je le disais au début. Hein. Je veux dire, jouer, c'est un processus vital pour nous. C'est quelque chose qui nous permet de renouveler, qui nous permet aussi de nous changer les idées. C'est quelque chose dont on a besoin. Donc forcément, si on laisse aux gens des possibilités de jeu, si on leur laisse le temps, les gens finiront par s'inventer leur propre jeu. Mais ils créeront des mécaniques par eux-mêmes là où vous avez laissé un vide. J'ai lancé un autre jeu aussi, c'était Flappy Bird. C'était un jeu un peu sur mobile où il y avait un oiseau et puis c'était hyper difficile, il fallait passer entre des... Et il a eu un gros succès, mais il n'y a pas de récompense. Bon, la récompense, c'est un peu d'aller le plus loin possible. Le score. Le score, ça motive personne, un score. Oh, que si. Après, il y a, alors, ça c'est un petit côté pervers de la courbe de difficulté aussi. Hein. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que la difficulté, pas elle-même, une récompense? Voilà, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un jeu, finalement, quand vous échouez, est-ce que ça prête à conséquence? Vous recommencez le jeu, mais vous l'auriez recommencé même si vous avez gagné, finalement. Là, c'est un jeu où, finalement, on va juste gratter ces sentiments de satisfaction d'avoir relevé quelque chose de grand. Mais c'est pas quelque chose qui cherche à vous punir non plus. C'est pas un jeu qui va vous punir si vous vous plantez. Donc oui, l'accomplissement, comme je le disais, c'est une forme de récompense immédiate, de pré-récompense à court terme, qui déjà en soi peut être une carotte. Hein. On a souvent des joueurs, en jeu de rôle, en jeu de société, on leur dit pas la récompense. On leur dit qu'il va y avoir quelque chose de très dur, on leur donne pas la récompense. Ils vont le faire quand même, parce qu'ils auront au moins la satisfaction d'avoir relevé le défi. Il y en a même qui poussent ça jusqu'à une sorte d'ego, entre guillemets, de joueurs, c'est-à-dire que leur récompense ultime, c'est pas la récompense qu'on leur a promis, c'est simplement le fait d'avoir prouvé à tout le monde qu'ils ont réussi un truc super dur. En soi, si les joueurs sont dans la condition d'avoir du plaisir à cette idée, ils sont dans la notion de récompense. Ils sont dans la notion où leur cerveau, à la fin, va leur donner ce petit point, ce petit plaisir qui fait qu'ils vont se sentir bien d'avoir fait quelque chose de difficile. Surtout niveau difficulté, là, pour le score, t'es plutôt servi parce que le but du jeu sera tout le temps de battre ton high score. Sachant que ton high score, c'est toi qui le sais toi-même, c'est toujours de se dépasser, du coup la difficulté sera toujours à ta... C'est pas pour rien que c'est quelque chose de très très utilisé à l'heure actuelle. Hein. La mécanique, il faut bien voir qu'on a vraiment un processus, comme je le disais, de renouvellement. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours réessayer, toujours vouloir continuer. Cette notion d'accomplissement, c'est aussi une notion d'évolution. C'est-à-dire qu'on veut toujours aller un petit peu plus loin. Ça, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. À part quand la frustration devient vraiment trop grande, on a toujours envie de gratter un petit peu plus. Ça, c'est quelque chose, peut-être, dont on abuse un peu à l'heure actuelle dans les jeux, avec les notions de classement, de comparatifs sociaux, les compétitions à outrance. Mais c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose pour lequel notre cerveau, en cas de succès, est prêt à nous récompenser, à nous faire sentir bien. C'est comme, regardez les réactions des joueurs de football quand ils perdent et quand ils gagnent un match. La réaction qu'ils ont généralement, alors, outre le fait que ce soit télévisé, mais même, vous pouvez regarder un match amical entre des poussins, un petit match comme ça, etc. La réaction qu'ont les joueurs quand ils gagnent semble souvent quand même assez disproportionnée par rapport à l'effort qu'ils ont fourni. Mais c'est quelque chose qu'ils ont cherché aussi. C'est quelque chose qu'ils ont entretenu tout au cours du jeu. Ce processus de vouloir atteindre cet accomplissement et avoir cette grande satisfaction. Ils ont vraiment fait une dépense et ils veulent la rentabiliser. Ils ont fait une dépense d'énergie, d'effort. Comme je disais, le cerveau aura toujours tendance à préférer le dernier feuilleton humoristique sur TF1 qui ne demande pas à bouger plutôt qu'un jeu vidéo. Sauf que le jeu vidéo, il a une arme, c'est qu'il a l'interaction qui, comme je disais, multiplie ce plaisir au moment de l'accomplissement. Donc ça, c'est une des forces du jeu, justement. C'est que malgré le fait qu'il va nécessiter une dépense, si on est prêt à la mettre, on va agir déjà sur nous-mêmes, sur notre propre comportement, pour essayer de faire en sorte que la récompense, on va essayer de la corriger un peu pour qu'elle vaille vraiment la peine. Tu dis que t'es pas game designer,
Donc, c'est toi qui as dit ça au début? Oui. Donc du coup, je voulais savoir qui t'es, tout le parcours, tout ça. Deux minutes que... Qui je suis. Donc, comme dit au début du mug, je m'appelle Thibaut Tournery et je suis graphiste 3D. Après, je suis surtout et avant tout un joueur. Joueur pas seulement de jeux vidéo, un joueur en règle générale. Et ça fait depuis très longtemps que, en dehors de mon cercle professionnel, ou parfois à l'intérieur de mon cercle professionnel, j'essaye de m'impliquer dans la création de jeux. Quand j'étais étudiant, j'ai participé à la création d'un jeu de cartes, Chant des Sirènes, j'ai participé à la création d'un jeu de société avec un de mes maîtres de stage. Par la suite, j'ai été assistant game designer sur un projet avec Ankama durant un de mes contrats. À côté de ça, je fais beaucoup de jeux de rôle et j'aime aussi concevoir et créer des jeux de rôle, seul ou en groupe. Et je suis infographiste 3D temps réel, surtout pour le serious game et le jeu vidéo. Donc j'ai quand même souvent à proximité des game designers, des développeurs qui sont dans le cercle du jeu également. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et pour lequel finalement, des fois j'ai le sentiment qu'on nous met un petit peu à l'écart, justement parce qu'on n'est pas dans la catégorie game design, parce qu'on n'est pas dans la catégorie créateur de jeux, on se retrouve un petit peu mis dans une section cloisonnée. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que finalement un processus de création de jeu, c'est un processus de groupe. À partir du moment où on se met plusieurs dessus, il faut qu'on communique entre nous. Si on n'arrive pas à être d'accord sur le jeu qu'on va faire ensemble, il y a peu de chances qu'on arrive à le faire. Et même si par miracle on arrive à sortir le jeu, c'est un petit peu finalement le défaut qu'on voit souvent transpirer au travers des jeux AAA, la grande industrie. Ils font ça à des échelles immenses. Alors l'avantage c'est qu'ils peuvent faire des jeux avec un budget et des moyens immenses. Mais au niveau de la cohésion d'équipe, au niveau du partage, est-ce que tous les employés sont bien conscients de ce à quoi ils participent? Ça, j'ai un doute. Et généralement, ça transpire à la fin dans le jeu. Non pas que le jeu sera bon ou mauvais, mais ça se sentira quand même. Parce qu'il y a ce manque finalement d'implication, ou l'impossibilité d'impliquer. Quand vous avez 3000 personnes à gérer, forcément, au niveau ressources humaines, c'est un petit peu difficile. C'est plus dur que de faire un projet à 3. Mais voilà, déjà, quand on voit dans les travaux étudiants, quand on fait un projet à 3 et qu'on n'arrive déjà pas à se coordonner, faire un jeu... Il y en a qui sont dans ce cas. Voilà, faire un jeu à 3, ça demande à ce que déjà, à 3, on soit d'accord quand même, au moins sur ce concept, même si, comme effectivement tu le faisais remarquer, c'est un concept qui, par certaines notions, est très vague. C'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit très vague, au début. Et après, tu vas le raffiner petit à petit. Si tu commences tout de suite dans les détails techniques, tu risques d'avoir des problèmes. Au niveau de la conception. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Moi, c'est pareil, je trouvais qu'un truc sur lequel il fallait mettre le doigt, c'est qu'on a parlé de la dissonance de narrative. Enfin, plus particulièrement au niveau du narratif, aussi de la synchronisation, je trouve. Parce que la dissonance, c'est quand c'est beaucoup moins bon que le normal. Il y a aussi des gens qui prennent l'effort, enfin qui font l'effort de faire beaucoup mieux que quelque chose de basique. Par exemple, je pense normalement sur ZombiU, par exemple. Ils ont fait le fait que ton inventaire ce soit sur la tablette de Wii U. Et en permanence, tu dois regarder si ton personnage à l'écran de la télé se fait attaquer par un zombie ou pas. Du coup, ça fait que là, tu as une synchronisation narrative dans le sens où tu es dans la même condition que le mec qui regarde dans son sac dans un truc infesté de zombies. Toi, tu dois passer ton temps à regarder autour de toi, c'est-à-dire à regarder ta télé pour voir si t'es pas attaqué par un zombie. Tu vois. Alors ça, c'est pas nécessairement une dissonance. Non, moi je dirais que c'est une synchronisation. Mais justement, je dirais qu'il faudrait mettre le doigt là-dessus sur ces trucs qui sont faits en plus qu'un truc basique, qui eux créent un truc, un bonus, ou dans l'autre sens, l'opposé de la vie. Voilà, justement, tu mets le doigt sur un lien vraiment entre le contexte du jeu et la mécanique. Donc, comme je disais, effectivement, oui, c'est important d'éviter les dissonances. C'est aussi important de faire justement bien attention à ces liens qui se créent et de les exploiter quand vous en avez la possibilité. Justement, en ayant conscience de l'impact, effectivement, du fait d'avoir un inventaire, ça a un sens. J'ai un inventaire, ça implique des choses. Le fait que je sois dans un jeu de survie zombie, ça implique également des choses. Qu'est-ce que je peux faire avec ces deux potentiels? Comment je peux les lier? Et effectivement, c'est une bonne façon de lier. En plus de ça, j'ai une interface séparée en deux. J'ai un écran là, un écran là. Je peux interagir là, mais pas là, pas tout de suite. Justement, voir le potentiel de ces choses, les connecter entre elles, c'est un peu le but justement de ça. Effectivement, tu fais bien de montrer là-dessus. Oui,
c'est vraiment le but de sortir ces choses un peu vagues, c'est d'avoir un potentiel qui émerge, et après c'est à vous de vous en saisir. Je vous ai dit, on n'allait pas créer le jeu non plus ce soir, on ne fait pas toute la conception, ça se fait pas en 1 heure. Mais voilà, à partir du moment justement où vous êtes capable de voir émerger des potentiels de ces notions, vous êtes prêt à entrer plus dans le détail, vous êtes prêt à rentrer dans le processus de création de game design à proprement parler. Donc oui, très bon point. On va pouvoir terminer là, du coup, si vous n'avez plus de questions. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus ce soir. Je vous remercie pour votre attention, vous avez été très gentils. Et puis j'espère que ça vous a plu, même si ce n'était pas un jeu, le but c'était quand même que vous ne soyez pas venus pour rien non plus. Donc voilà, et puis surtout j'espère qu'on vous reverra tous au prochain mug à la rentrée. Une rentrée qui sera pas mal chargée, hein, Thomas peut-être, voilà. Thomas me confirme d'un grand signe de tête. On aura... Personne nue, mais il y a au moins 1 ou 2 explosions prévues, et du juridique, peut-être de l'intelligence artificielle, de la guest star avec... alors on dit rien, mais bon, il y a peut-être un renard et des saisons dedans. Enfin voilà. C'est limite du mec ça. Voilà, donc une rentrée où effectivement on ira en plus cette fois, là c'était un petit mug pour terminer tranquillement, où on rentrera vraiment plus dans le détail, on va parler d'IA, on va parler de juridique, et malheureusement le juridique est toujours derrière nous, il faut. Voilà, donc tout ça pour la rentrée prochaine à partir de septembre, j'espère qu'on vous reverra tous d'ici là. Passez un bon été, bonnes vacances pour ceux qui en ont, et puis je vous dis une bonne soirée et à la prochaine.